On commence donc par la première thématique de cette soirée. On parle d'un contingent hongrois qui sera bientôt du côté du Tchad. Est-ce un contingent ou alors des militaires de trop? L'on s'interroge au moment où les peuples africains demandent de plus en plus une certaine indépendance, voire même une indépendance totale vis-à-vis justement des pays occidentaux. Ils demandent d'ailleurs également le départ des bases militaires étrangères en Afrique, ou alors la présence militaire étrangère en Afrique à ce moment-là, alors qu'il y a encore d'ailleurs de la présence militaire non seulement française mais aussi des autres pays du côté du Tchad. Le général Mahamat Idriss Déby Itno a donc décidé, en tout cas de concert avec la Hongrie, de recevoir ce contingent de militaires hongrois sur son sol. Alors, les analyses vont ça et là. On parle d'un contingent, du moins de militaires, qui seront là pour le protéger après la prochaine, du moins dans le cadre de cette élection présidentielle qui se prépare de ce côté-là. Mais comment comprendre ce choix? Qu'en est-il des rapports ou alors des relations aujourd'hui entre le Tchad et bien sûr les autres États qui ont leur contingent sur le sol? Que se passe-t-il exactement du côté du Tchad? On essayera bien sûr de comprendre à travers cette actualité, peut-être avec le concours de la réalisation, ce petit, on va dire cette petite sortie justement du gouvernement hongrois à propos de cela. Le gouvernement hongrois a décidé d'envoyer un contingent militaire au Tchad, soutenir le Tchad pour une Europe plus sûre. La mission de la Hongrie au Tchad consiste à mettre un terme à la migration, à lutter contre le terrorisme et à favoriser le développement local. Nous croyons qu'il faut apporter l'aide là où elle est nécessaire et non pas ramener les problèmes à la maison. Passion parfaite, donc j'ouvre avec vous après ce communiqué. Les objectifs, en tout cas officiellement, comme vous l'avez pu l'entendre, sont clairs. Est-ce que le Tchad aujourd'hui a besoin de ce contingent, selon vous, au regard, on parle de lutte contre la migration et entre autres? Je commence à me poser beaucoup de questions en ce qui concerne l'existence de cette organisation continentale qu'on appelle l'Union africaine. L'Union africaine, oui. C'est déjà évident et vrai que la vacuité, du point de vue de sa capacité décisionnelle, oui, à impacter dans la vie des Africains, ne fait plus l'objet de beaucoup de débats. Oui. Mais là, quand même, d'entendre ce que ce ministre hongrois vient de dire, parce qu'en réalité, il a enrobé ça par d'autres faux voyants, mais la mission essentielle, c'est de venir contrer sur le sol africain l'immigration massive, n'est-ce pas, des Africains en Occident. Or, quand nous savons que, en ce qui concerne l'immigration africaine en Europe, la Hongrie n'est même pas concernée. Justement. Bon, l'Italie, j'aurais encore pu comprendre un peu. La Hongrie, elle est beaucoup plus concernée par les migrants qui viennent des Balkans, qui viennent un peu de l'Est de l'Europe, aux confins là-bas, du Caucase, peut-être d'Afghanistan, peut-être de Syrie. Mais là, ils mettent là dans le panneau le fait qu'ils viennent aider, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme et tout. Bon, j'ai dit que j'évacue tout ça, ça n'a rien à voir. La question fondamentale, c'est la question des migrants. Donc la France sous-traite l'un des pans, dans la réalité, de sa mission réelle sur le continent africain, à savoir contrer suffisamment la migration des jeunes Africains vers l'Europe, à un pays tiers qu'on appelle la Hongrie et qui a une politique presque quasi zéro migration du reste des populations d'autres pays vers l'Europe. Parce que c'est les gens qui se disent que tel que c'est parti, dans bientôt, l'Europe telle qu'elle existe sur le plan, j'allais dire, ethnique, excusez-moi l'expression, mais c'est la seule expression qui est valable ici, risque de disparaître. Parce qu'une forte migration des autres peuples en Europe, surtout que vous savez que les mélanges entre les Noirs et les Blancs produisent toujours des choses qui n'ont plus rien à voir avec le Blanc, vous voyez très bien, alors qu'entre les Asiatiques et eux, c'est eux qui sont dominants, mais avec nous, c'est des Noirs qui sortent de là carrément, parce que
tout ce que vous appelez métis, mulâtres et consorts, ce sont des Noirs. Donc, vous voyez donc un pays européen comme la Hongrie qui prend sur lui de venir dans un espace où on n'a ni intérêt économique, ni intérêt politique, ni intérêt social, ni intérêt culturel. Je ne sais pas s'il y a 1000 Africains qui savent parler hongrois. Je ne sais pas. Tout pour venir. Donc, je dis que c'est la France qui est derrière le jeu là. C'est la France qui a sous-traité ce rôle à la Hongrie parce qu'ils sont bien conscients que chaque fois, s'il y avait une augmentation de la présence militaire française sur le sol, alors là, ça aurait, on devait vraiment souffler dans les ailes du président Kaka. Et ça montre aussi la faiblesse du président Kaka sur le plan politique. Je vous avais dit que ce qui s'est passé en octobre 2022, quand le président Kaka a accepté qu'une armée, mais surtout des sicaires, on ne sait pas d'où sortir, crée cette boucherie humaine en N'Djamena, c'était fini pour lui. Il était devenu un instrument entre les mains de l'Occident, manipulable à souhait, comme il veut, comme il l'entend. Vous pensez qu'il est victime de chantage? Mais bien sûr, le chantage n'est pas seulement d'ordre économique avec le franc CFA, on va limiter ton accès à certains robinets financiers. Mais là aussi, on lui dit, attention, nous avons des preuves que tu as commis des crimes. Et à tout moment, on peut les transmettre à la CPI. Donc tu fais exactement ce que nous voulons. Sinon, quel est l'intérêt du Tchad d'accepter la présence des militaires hongrois sur son sol? J'ai commencé par interpeller le rôle même de l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, en inversant les rôles, une action pareille en Occident, l'Union européenne va bloquer ça tout de suite, de facto. On peut encore comprendre que la présence militaire française et américaine s'explique par des relations dont on connaît antérieures, etc., quand nos États n'étaient pas encore dirigés par des vrais gens qui avaient une conscience à la fois patriotique et panafricaine. Mais quelle est cette histoire où on amène des troupes hongroises pour même parler de développement? Ils vont développer quoi au Tchad? L'armée hongroise va développer quoi au Tchad? Quoi? Mais il ne faut pas prendre les Africains pour des demeurés. Donc voilà. Quand je vous dis, vous posez un acte là, cet acte-là vous condamne doublement. Vous pensez l'avoir fait pour vous, mais en réalité, on vous laisse faire pour mieux vous tenir. Donc la France, en laissant le président Kaka massacrer son propre peuple, pour lui, c'était du pain béni. C'était l'un des moyens les plus efficaces pour mieux le tenir et commencer à lui faire avaler de couleuvres. Non, mais il n'a pas beaucoup de choix. On lui dit, attention, si tu ne fais pas ça, voilà ça qui risque d'arriver. Quand j'entends les gens tirer sur Masra, moi je ris. Et ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à criminaliser les contestations pacifiques de vos politiques en tuant les gens, comme ce qui s'est passé au mois d'octobre en N'Djamena. Voilà ce à quoi nous sommes exposés maintenant. N'importe qui. La Hongrie, qui est d'une... Je ne parlerai pas de racisme, mais d'une xénophobie en ce qui concerne la question de la migration des peuples tiers en Europe. Voilà maintenant qu'elle dit qu'elle vient. Et c'est ce que Kadhafi leur disait. Il vient donc créer la digue avancée pour empêcher la migration, soi-disant, des Africains en Europe. Maintenant, c'est ça que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on analyse ce qui a été évoqué. Tout à fait. Mais il peut avoir... autre chose derrière. D'autres choses derrière. Bon. Pour les Hongrois, je n'ose pas m'aventurer très très loin parce que aussi, sur certaines questions, ne sont pas totalement d'accord avec l'Union européenne. Mais si vous dites qu'ils sous-traitent avec la France, par exemple, et qu'on connaît les intérêts de la France en Afrique, on peut imaginer quand même certaines choses. Mais il y a beaucoup de choses. Je vous ai donné une anecdote d'un ami, et frère, malheureusement, Dieu l'a rappelé, qui était en mission en Italie. Il m'a dit, parfois, je suis arrivé à Rome. Je n'en revenais pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, merci. Il dit, les rues de Rome étaient inondées de jeunes noirs. Et son interlocuteur avec qui était un Italien, il lui a dit, je vous comprends. C'est la conséquence des politiques racistes de la France sur vous, qui nous crée ce que nous avons là aujourd'hui. Les Hongrois
sont parmi ceux qui ne veulent pas entendre la question d'immigration dans leur pays. Quand on parle même de quotas, pour se partager les migrants même qui viennent du Moyen-Orient, etc., les Hongrois disent qu'on n'en veut plus. Pourquoi? Parce que les sociétés sont très fragiles. Ils ne font plus d'enfants, ma chère amie. Ils ne font plus d'enfants depuis qu'ils ont introduit la question des LGBT chez eux. Donc, si on ne fait pas attention, d'ici quelques décennies, il y aura un bouleversement de la structure même de la population de l'Europe, qui ne risque de ne plus ressembler du tout à l'Europe. C'est la crainte. Oui. N'est-ce pas, des xénophobes comme ces Hongrois-là et d'autres. Donc, je dis au président Kaka, c'est une erreur terrible de n'avoir pas su résister face à cette proposition française. Je continue de le dire. C'est la France qui a suggéré à Kaka d'accepter ces militaires hongrois. C'est une sous-traitance. La Hongrie est une sous-traitance d'une politique française. Pourquoi vous ne pensez pas que la Hongrie aujourd'hui, parce qu'on le sait, les pays européens ou alors occidentaux sont de plus en plus, courtisent de plus en plus l'Afrique. Pourquoi ne pas penser que la Hongrie, tout simplement, essaye aussi de tirer son épingle du jeu? En faisant quoi? La Hongrie, même sur le plan commercial, quelles sont les relations entre la Hongrie et l'Afrique? C'est quoi? Pas grand-chose. La seule chose que la Hongrie, comme la Tchécoslovaquie, peut faire, c'est de vendre des armes. Bon, des vieilles armes même se vendent. Parce que bon, ce sont des pays de l'ex-bloc soviétique. Ils ont encore, bon, dans leur arsenal, des armes qu'ils peuvent vendre au continent africain, mais souvent, c'est même des armes plus ou moins obsolètes. Mais sinon, sur le plan économique, vous êtes là depuis, vous êtes journaliste d'investigation. C'est quoi les rapports économiques entre l'Afrique et la Hongrie? Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose. Même sur le plan, par exemple, des bourses que les pays de l'Est de l'Union soviétique accordée aux pays africains. On ne voit pas de bloc soviétique, on ne voit pas beaucoup. Surtout la Hongrie qui, elle aussi, elle se débat, elle est empêtrée dans les difficultés économiques majeures. On ne voit pas comment elle-même, elle ne s'en sort pas, la Hongrie. Comment elle peut venir au secours du continent africain ou bien d'un pays africain? C'est pas possible. Donc, je continue d'insister que c'est la question, des migrants. De deux, la France veut certainement se servir de ce contingent pour renforcer, n'est-ce pas, sa présence militaire sur le sol africain et demain nous disant, bien malin qui sera capable de nous dire ce que demain nous réserve sur l'utilisation de ces forces hongroises par rapport à certaines opérations certainement qui sont programmées sur le sol africain. Mais une fois de plus, cela n'a pas être possible que nous avons un dirigeant d'un pays africain qui s'est affaibli lui-même en posant un acte contre son propre peuple. Et c'est cet acte-là qui sert aujourd'hui d'alibi ou bien à la France et à d'autres gens pour le manipuler comme ils veulent. Parce qu'ils disent, nous avons des preuves. Nous avons des preuves et si vous ne faites pas comme on veut, nous sommes prêts à déposer tout ça au niveau de la CPI. Et vous savez, quand ces gens vous disent qu'ils vont déposer la CPI, ici chez nous en Afrique, sans de véritable légitimité populaire solide, les dirigeants comme cela commencent à trembler. Donc voilà, nous sommes en plein dans la manipulation et voilà les conséquences du fait que les gens ne veulent pas être en harmonie, en cohésion totale, en osmose avec leur propre peuple. Au contraire, ils s'isolent davantage et deviennent, n'est-ce pas, des proies faciles pour la prédation impérialiste occidentale. Merci à vous, Passion Parfendom, André Christelle Fonga. Ce contingent militaire hongrois, on essaye de comprendre la nécessité, alors qu'il y en a encore déjà du côté du Tchad, il y en a d'ailleurs assez. Au moment où les populations demandent le départ de ces présences militaires sur le sol africain, le Tchad accepte de recevoir ces militaires. Est-ce que vous pensez également qu'il y a une sous-traitance française dans le cadre de cet accord entre le Tchad et la Hongrie? Permettez-moi de vous dire qu'il n'y aura pas de soldats hongrois sur le territoire tchadien. C'est en fait un jeu d'écriture. C'est-à-dire la France va valider, n'est-ce pas, sous le couvert de cet soi-disant accord, la maintenance. En fait, il va sortir des brousses ces soldats qu'il a cachés. Vous savez que la France a beaucoup de soldats cachés, qu'il a un peu disposés un peu de partout. En fait, la France veut une légitimité pour que ces soldats-là puissent être visibles. Parce que vous savez que les soldats au Niger, il y avait près de 5000 soldats. On n'a que enlevé 1500 qui sont descendus au Tchad.
les 2000, 3000, 3500 que le gouvernement nigérien sont partis où? Ouais. Il faut trouver des parades pour justifier la présence française ou bien de ces soldats sur le territoire africain. L'Ongra a combien de forces de défense? Parce que c'est comme si c'était une foudre. C'est comme si c'était hyper puissant militairement. Mais c'est il faut le qui est raciste foncièrement, qui n'aime pas. Donc, et pour soit disant l'immigration, il y a l'immigration au Tchad. Est-ce que, n'est-ce pas, juste ou bien de l'immigration? Oui. La sécurité pour l'immigration, parce que c'est les lignes droites pour atteindre. D'ailleurs même, quelle immigration? Il parle de quelle immigration? Je pense que c'est une politique de jeu d'écriture de la France pour justifier des soldats, parce que, comme je le dis toujours, vous allez faire la différence entre le soldat français et le soldat hongrois comment? Aussi, oui. Il suffit juste... D'ailleurs, descendons à Bangui. Ils avaient des soldats qu'on avait mis en embuscade pour tuer Touadéra. Des soldats et ils avaient des noms russes. Vous savez qu'ils avaient des noms de Russes. Ils avaient ils avaient une identité. Jusqu'à la qui achète derrière un pays qu'on appelle la Hongrie. Pour essayer de faire croire que non, la France est en train de partir, mais un autre pays européen est en train de venir s'installer, alors que c'est la même chose, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Et vous savez qu'il y a eu un conglomérat d'armées au niveau du Mali. Oui. Les Danois, l'Estonie, tous ces armées-là. Je n'ai pas encore vu en Europe, on fait un reportage de l'arrivée des soldats qui étaient dans le Sahel. France 24 ne nous a pas encore montré, CNN et tout le reste là, ne nous ont pas encore montré un reportage des armées qu'on a chassées du Mali, qui ont atterri chez eux. Parce qu'il y avait une task force européenne installée au Mali. Installée dans la zone sahélienne. Qui venait en appui à la force Barkhane. Ces forces-là sont allées où? On n'a pas vu les Allemands accueillir leurs soldats. On n'a pas vu l'Estonie. On n'a pas vu... ils sont nombreux là, ces petits pays-là, qu'on se pose la question que... Mais, on nous envoie même des soldats de ces pays-là, alors qu'eux-mêmes ne valent pas grand-chose. Donc, pour simplement dire qu'il y a un jeu qui est caché derrière, il faut juste trouver un élément important pour permettre à la France de rester au Tchad. Parce que ça justifie la présence et ça sort de la clandestinité certains soldats qu'ils avaient cachés, parce qu'en réalité, on est en train de les rechercher. C'est ce qu'il faut dire. On est en train de rechercher les soldats que la France a déposés, leurs soldats qu'ils ont déposés partout. En fait, ce n'est même pas des soldats. Leurs djihadistes terroristes qu'ils ont déposés un peu de partout. Parce que vous ne pouvez pas. Imaginons-nous un seul instant. Vous avez près de 8000 hommes au Mali. La force Barkhane avait près de 8000 hommes. On ne compte pas ceux qui étaient au Burkina Faso. Oui. Sabre, la force Sabre qui était au Burkina Faso. Au Mali, il y avait Barkhane. Au Niger, il y avait une base militaire française, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tout ce conglomérat-là, des forces qui étaient installées dans le Sahel, on nous a seulement dit qu'il n'y a que 8500 qui ont... Parce que tous ont été redéployés à un moment au Niger.
Et quand le Niger maintenant entre dans la logique révolutionnaire panafricaine, on redéploie 1500 soldats au niveau du Tchad. Alors, le reste là est parti où? Vous partez, vous voyagez en Europe. Est-ce que vous voyez les reportages de France 24, de RFI, de CNN et de tous ces chaînes médias mensonges là? Est-ce que vous avez déjà vu le reportage où ces soldats qui étaient dans la zone sahélienne, n'est-ce pas, sont retournés chez eux? Aucun de ces soldats n'est retourné chez eux. Ils sont tous encore là sur le territoire africain. D'autres sont allés à Abidjan, d'autres sont allés au Togo, d'autres sont allés au Bénin, d'autres sont en train de venir au Tchad. Mais comme officiellement, il faut trouver des éléments pour leur permettre de s'installer sur le territoire, alors on brandit cet accord avec la Hongrie. Aussi simple que ça. Vous vous rappelez de l'événement en Côte d'Ivoire, des soldats qui avaient bombardé, qui avaient tué les gens en soldats, où on avait dit c'était ils avaient double casquette. Oui. D'ailleurs, dès qu'ils ont fui la Côte d'Ivoire, quand on a voulu les arrêter, n'est-ce pas, la France a demandé on les a arrêtés, je crois, au Togo. Les pilotes. On les a arrêtés au Togo. La France a demandé qu'on les libère. Donc, il y a des techniques comme ça. Il faut toujours avoir, n'est-ce pas, des soldats un peu de partout dispersés sur le continent qui peuvent faire des coups à tout moment, n'est-ce pas, oui, pour le compte de la France. Parce que c'est la France qui est la tête de proue de l'Europe. Parce que c'est la France qui défend la cause européenne au niveau du continent africain. Et maintenant que la France est en train de perdre pied, il faut essayer de changer l'image. La preuve en est, vous avez vu l'offensive allemande avec son chancelier qui était là, oui, et son président. Tous étaient en Afrique au même moment. Oui. Vous voyez l'offensive américaine, oui, sur le territoire africain. Vous voyez les offensives de ces pays-là pour essayer, n'est-ce pas, de redorer le blason de l'Europe, en fait, du conglomérat otanien, pour essayer de reconquérir l'Afrique qui est en train de les échapper. Parce qu'il y a une très grande avancée d'un pays, du bloc de l'Est qui est la Russie et ses partenaires, ou bien le bloc des BRICS qui est en train de pénétrer véritablement le continent africain, et ça crée ce que ça crée aujourd'hui parce que ça produit des résultats concrets. Wagner est en train de donner de l'insomnie à tous ces soldats européens. Parce qu'en réalité, la présence de Wagner sur le territoire africain produit déjà des résultats. Vous imaginez, Barkhane 10 ans au Mali, MINUSMA 10 ans au Mali, résultat 0. 30 ans, MINUSCO au Congo, RDC, résultat 0. MINUSMA, MINUSCA en Centrafrique. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans aujourd'hui, résultat 0. Sangaris, opération Sangaris, qui était justement pour séparer, ouais, les Balaka, les anti-Balaka et les Séléka, résultat 0. Là, vous comprenez qu'en réalité, tout ce que l'Europe a produit comme force, n'est-ce pas, sur le territoire africain, ça a produit résultat 0. Plus grave encore, Mahamat lui-même est tombé dans son propre piège. La France lui a dit, massacre les populations. Maintenant, ils ont arrêté ça comme un instrument, comme je te tiens. Tu t'amuses, tu n'obéis pas, on brandit ça. Donc vous pensez également, vous prenez également ça comme plus un chantage que de la complicité? Mais Mahamat se retrouve dans une situation où lui-même a donné la chicotte pour qu'on le fouette avec. Parce qu'en réalité, il n'a pas voulu entrer dans la logique de l'héritage de son père. Parce que son père a laissé un héritage politique, n'est-ce pas, qu'il fallait juste simplement s'y accrocher et pour produire des résultats aujourd'hui. Parce que il y avait une mutation véritable au Tchad qui était, oui, en train de se faire. Oui. Une mutation de quitter de l'aspect d'un pays de guerriers, de soldats de guerre, n'est-ce pas, à véritablement devenir un État. Bon, je ne veux pas utiliser le mot démocratie, n'est-ce pas? Devenir un État où il y a dialogue entre les populations, oui, les différentes forces en présence. Oui. Mais Mahamat Kaka est revenu maintenant dans une logique où il faut massacrer les populations. Et maintenant, la France tient ça comme un élément, n'est-ce pas, pour davantage lui. Quand il veut aller un peu à gauche, on le regarde. On essaie de trouver des moyens pour le faire chanter. Et aujourd'hui, voilà le résultat aujourd'hui avec ces armées, ce conglomérat d'armées. On ne sait pas si les soldats qui devaient transiter du Niger, passant par le Tchad, arrivés au Cameroun, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment d'informations, voilà, là-dessus. Nous attendons.
Merci à vous, André-Christelle Fonga. On va aborder la seconde thématique, peut-être cette autre petite interrogation, passion parfum d'homme. Lorsqu'on connaît aujourd'hui, André-Christelle Fonga parlait de cet héritage du maréchal Idriss Déby. Nous, on connaît, à son époque en tout cas, cette force que représentait l'armée tchadienne. On est quand même tenté de se demander si elle s'est tout simplement affaiblie pour que le pays puisse accepter encore des militaires de trop sur son territoire, sur son sol. Je veux dire que nous sommes face à un imbroglio incroyable, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en avant comme élément expliquant la puissance de l'armée tchadienne, oui, on remet tout en question aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire que l'armée tchadienne a besoin de nouveaux mentors, des supplétifs étrangers pour assumer la sécurité de son propre territoire, ce qu'on ne peut pas comprendre. Pourtant, on connaît les victoires que cette armée a enregistrées. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup autour de moi et même hors de moi des enfants qui sont devenus des beaux ailleurs. Les routes par excellence que les enfants utilisent pour arriver en Europe, oui, à partir des côtes méditerranéennes, on n'utilise pas beaucoup la route tchadienne, Non. les routes du Tchad. Les gens passent par le Nigeria, je prends le cas de mon pays, le Cameroun, et le Nigeria, ils sont au Niger. À partir du Niger, ils vont soit en Algérie, soit en Libye, ou bien d'autres prolongent pour aller au Maroc. Beaucoup n'utilisent pas. Non, beaucoup n'utilisent pas cette voie-là. Et quand vous regardez sur les côtes tunisiennes, les côtes libyennes, les côtes algériennes, les côtes marocaines, le nombre de jeunes Africains qui tentent, n'est-ce pas, la traversée de la Méditerranée, vous n'avez pas beaucoup de jeunes Tchadiens là-dedans. Donc, je ne peux donc pas comprendre pourquoi on veut nous faire nous expliquer que on va poser une digue au niveau du Tchad pour empêcher justement cette migration-là. Et alors, si on questionne l'armée tchadienne, cette vaillante armée, comme nous a montré au niveau des Ifogas au Mali, est-ce qu'aujourd'hui elle est devenue tellement handicapée, n'est-ce pas, infime, comment on dit ça, une jambiste, au point de ne plus être capable d'assurer la sécurité de son propre territoire? Ça, ce sont d'autres formes de questions. Et même sur le cas de la Hongrie, je continue de questionner parce que vraiment, ça m'est tombé comme quelque chose sur la tête, parce que le Premier ministre hongrois, M. Orban, il n'est pas beaucoup d'accord avec les politiques de l'Union européenne. D'accord, il est frileux sur la question de l'immigration. Mais de là à jouer les supplétifs d'une politique française en Afrique, ça me semble quelque chose de tiré par les cheveux du point de vue de l'analyse. Je veux bien qu'on m'explique ce qui se passe dans cette affaire-là. À moins que la France lui ait promis des compensations autres que nous ne maîtrisons pas, parce que c'est difficile actuellement, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières, aussi en énergie fossile, que ce soit le gaz ou bien le pétrole, depuis qu'ils se sont coupés de l'approvisionnement facile de la Russie. M. Orban est l'un de ceux qui continue de dire que lui ne peut pas continuer à accepter, n'est-ce pas, des paquets de sanctions contre la Russie parce qu'il a besoin de gaz et de pétrole russe pour essayer de développer son économie. Donc, moi, j'insiste sur le fait que il faut que nos dirigeants le comprennent une fois de plus. Ne cédez pas à une tentation servile de vous faire guider par le bout du nez par ces gens-là, la France et consorts. Parce que, de toute façon, s'il y a casse, s'il y a des situations qui sont de l'ordre du répréhensible, plus tard, ils vont utiliser ce point faible, cet aspect faible de votre légitimité, de votre souveraineté vis-à-vis d'eux, pour vous faire chanter. Et là, je suis convaincu 1 milliard de fois que le président Kaka aujourd'hui fait l'objet d'un chantage. Quand il est allé dernièrement en France, on a tenté de nous expliquer que non, ce n'était pas une visite officielle, c'était une visite de travail. Justement, dans cette visite de travail, qu'est-ce qu'on a mis sur la table comme élément de discussion pour qu'on aboutisse aujourd'hui au fait que les Hongrois doivent venir? Je dis économiquement, la Hongrie ne s'en sort pas. Elle est dans des difficultés économiques terribles. Comment la Hongrie peut prétexter venir en Afrique, aussitôt dans un pays aussi en difficulté comme le Tchad, pour soutenir le Tchad sur le plan économique, l'aider à lutter contre le terrorisme et favoriser le développement? C'est quoi ces histoires-là? Qui peut croire à ça? Qui peut vraiment croire que la Hongrie est capable d'aider le Tchad, n'est-ce pas,
à se développer. Oui. Alors que c'est le Tchad qui doit être en capacité d'aider la Hongrie. Le Tchad est 1 milliard de fois plus riche que la Hongrie. Il ne faut pas que les gens nous fassent prendre des vestis pour des lanternes. Ce n'est pas, c'est pas normal. Donc, j'estime que nous sommes en plein dans un plan et tout n'est pas à jeter d'analyse de Fanga. Mais moi, je serais curieux de voir le déploiement, n'est-ce pas, de cette force hongroise sur le sol tchadien. Mais les explications qui sont données là ne correspondent pas du tout, alors là, du tout, à la réalité des enjeux aujourd'hui. Donc, et là, j'interpelle encore vivement l'Union africaine. Comment l'Union africaine peut rester muette face à quelque chose d'aussi grave? Ouais. On peut encore comprendre que les soldats français, les soldats américains étaient déjà là, bien que avant que nous décidions enfin de prendre les taureaux par les cornes. Ouais. Mais là maintenant, parce que les Hongrois sont là. Après, on va nous dire que ce sont les Albanais, les gens de Macédoine, je ne sais pas, de Kazakhstan, des conneries comme ça là. Mais l'Afrique est devenue quoi? C'est une poubelle? C'est un dépotoir de tout. C'est en fait ça qu'on veut nous. Mais c'est pas possible. Nos dirigeants là, comment ils peuvent accepter de s'humilier et d'humilier leur propre pays jusqu'à ce niveau? Alors, au niveau même de la CEMAC, que disent ces pères de la CEMAC par rapport à une décision comme celle-là? La souveraineté des États ne doit pas aller au-delà de certaines limites. Il faut qu'il y ait un peu de dignité dans les décisions que prennent ces États. Sinon, au-delà du Tchad, c'est nous tous qui sommes complètement humiliés. On ne doit pas l'accepter. On doit dire au président Kaka d'arrêter cette affaire-là. Lui dire que la conscience, n'est-ce pas, du peuple africain ne peut pas s'accommoder avec de pareilles faiblesses et idioties. Il faut qu'il arrête avec cette proposition, parce que cette proposition, elle n'a aucun sens. Elle est contre-productive du point de vue de l'image du Tchad. Elle n'a aucun sens, aucune valeur ajoutée, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, ni diplomatique. Je dis que ce n'est pas un foudre de guerre. La Hongrie, ce n'est pas un pays important, au point de céder, n'est-ce pas, à des plans machiavéliques, montés de toutes pièces comme ça. Je continue de dire, c'est la France qui est derrière ce jeu. C'est elle qui a sous-traité la présidence. Moi, je pense même que ça serait des soldats hongrois. On a vu, il y avait des soldats danois, il y avait des soldats allemands. La France ne veut pas donner l'impression qu'elle est seule sur le continent africain. Elle veut toujours s'attirer de nouveau. On a vu des gens, je ne sais pas, Lettonie, Estonie, des micro-pays qui n'atteignent même pas la ville de Banga. C'est eux qui envoient les soldats en Afrique, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité des Africains. Mais de qui se moque-t-on, finalement? En quelques minutes, André-Christelle Fanga, cette autre appréciation de l'arrivée de ce contingent hongrois du côté du Tchad, eh bien, certains opposants ou encore partie de la société civile estiment que du moins N'Djamena rappelle ou alors accepte ce contingent militaire pour assurer principalement la sécurité du général Mahamat Idriss Déby jusqu'à son investiture après la prochaine présidentielle. Est-ce à dire que, effectivement, comme d'ailleurs on le développe depuis, il y a une sorte de rupture et M. Mahamat essaye déjà de mettre les garde-fous? Je crois que chacun se prépare. Ils savent que au Burkina Faso, par exemple, il y a eu rectification. Oui. Au Mali, il y a eu rectification. Tout à fait. Donc, on peut rectifier aussi au Tchad. Donc, on attend et chacun se prépare, si possible, à cette rectification. Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être vous le savez bien, il y a eu le limogeage ou bien l'envoi à la retraite de plusieurs généraux au niveau du Tchad. Et la nomination aussi de beaucoup d'autres généraux. Il y a eu l'accord de paix entre le retour de Success Masra, sur le territoire tchadien, oui, qui ne fait pas l'unanimité aussi. Je vous dis que c'est des éléments, j'essaie de vous mettre de mettre en exergue des éléments qui permettent de comprendre le déploiement ou bien cette supercherie, n'est-ce pas, de la France au travers des soldats hongrois. Oui. Donc, vous comprenez que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Et il ne faut pas que la France porte encore le chapeau, n'est-ce pas, directement, des massacres qui vont se passer
n'est-ce pas, au niveau du Tchad, au niveau du Centrafrique et au niveau du Cameroun. En fait, des pays de la CEMAC et peut-être même au Niger. Parce qu'on ne va pas seulement accuser les bases militaires françaises ou bien les soldats militaires français qui sont là. Parce qu'il y a des enjeux au-delà du Tchad. Tout à fait. Il y a l'enjeu centrafricain. Oui. Il faut avoir des hommes prêts au combat. La France veut faire la guerre. L'Europe veut faire la guerre. Les États-Unis veulent faire la guerre en Afrique. Et il faut déployer le plus grand nombre de soldats possible sur le territoire africain pour faire cette guerre-là. Et ils veulent faire cette guerre contre qui? Pas seulement contre les Africains, mais contre la Russie. Parce que quand on regarde le déploiement de Wagner, ou bien des instructeurs russes, de l'armée russe sur le territoire africain, ça, ils commencent à avoir peur. Donc, il faut davantage renforcer. Il faut davantage avoir des commandos sur le territoire africain. Parce qu'au vu des résultats produits par Wagner en accord, en partenariat avec les forces de défense de certains pays, alors là, les États-Unis, la France et les autres commencent à comprendre qu'ils vont perdre l'Afrique. Donc, le seul territoire encore qui leur a encore acquis jusqu'à maintenant, c'est pour ça que parfois on parlait des éléments, n'est-ce pas, de chantage, qui leur permettent de comprendre que ici, ils ont réussi, n'est-ce pas, ils nous ont chassés du Mali, ils nous ont chassés du Burkina Faso, du Niger, ils nous ont chassés du Centrafrique. Alors on peut avoir le Tchad comme base arrière. Et si on a le Tchad comme base arrière, ça veut dire qu'à partir de là, on peut mener des opérations contre le Cameroun, contre le Centrafrique, contre le Soudan, contre le Niger. Donc vous voyez, même jusqu'en Libye. Tout à fait. Avoir le contrôle sur la Libye. Donc à partir de la base de N'Djamena, ils renforcent parce qu'en réalité, ils ne veulent pas partir. La France ne veut pas partir. L'Europe ne veut pas partir. Les États-Unis ne veulent pas partir parce que la tête avancée de ce conglomérat otanien, c'est la France au niveau de l'Afrique. Donc, comme ils ne veulent pas partir, il faut davantage ajouter des soldats sous de faux prétextes, ayant un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est que, Mahamad, tu sais que tu es arrivé au pouvoir de manière illégale. Donc, pour que tu sois là jusqu'en 2025, ou bien quand tu investisses ce président, on continue à te soutenir, il faut aussi qu'on fasse du Tchad la base arrière, n'est-ce pas? Où on peut agir de temps à autre, où ils peuvent avoir, les avions peuvent décoller de la base de leur base en N'Djamena, n'est-ce pas? Aller faire des opérations comme ils ont l'habitude de faire en RCA. Vous savez qu'il y a des avions, des hélicoptères qui ont démarré de la base française de N'Djamena pour aller faire des opérations en RCA. On a eu l'information. Voilà. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement pour... C'est pour ça que nous devons nous lever. Cette information est d'une gravité énorme. Et c'est pour ça que je suis très d'accord avec vous, parfait homme. Quand vous interpellez l'Union africaine, si c'est une organisation même, africaine encore, pour la CEMAC, la CAC, n'est-ce pas, ces organisations-là, qu'est-ce que vous faites quand il y a un déploiement de près de 400 hommes? C'est pas, quand on dit 400 hommes, ça c'est les chiffres officiels, sans compter le matériel, sans compter l'apport, n'est-ce pas, de tous ces gens-là. Parce que quand vous regardez, les États-Unis n'ont pas beaucoup de soldats au niveau de Niamey, mais ils ont une base de drones. Tout à fait. Et vous savez ce que les drones produisent comme un résultat aujourd'hui dans le monde, dans la guerre actuellement. Parce que si vous avez la bonne information, parce que le drone donne la bonne information, les bonnes positions, de façon que, pour contrôler et pour frapper, parce qu'il y a même maintenant des drones de combat. Oui, mais Christian, il y a plus de 1000 soldats américains au Niger. Je dis... Il y a plus de 1000 soldats américains au Niger. Mais vous ne les voyez pas. C'est assez. Ils sont à Gadez, ils sont disséminés de gauche à droite. Il y a plus de 1000 soldats quand même, c'est beaucoup. On essaie de dire, c'est pas pour donner un chèque en blanc, n'est-ce pas, que non, il n'y a pas de soldats américains, non. Mais j'essaie de dire que, au vu de ce nombre, au vu du déploiement du matériel, n'est-ce pas, sur le territoire africain, ça commence à faire peur. On commence à se poser la question, et c'est là un moyen aussi d'interpeller notre partenaire, n'est-ce pas, qui est venu nous aider, c'est-à-dire la Russie, de donner assez de moyens militaires à nos forces de défense.
Ils l'ont fait avec le Mali et ça a produit des résultats. Ils sont en train de faire avec le Burkina Faso, le Niger, qu'ils déploient véritablement le matériel militaire sur le territoire africain et que les formations soient accrues. Oui, mais ça dépend aussi des accords des dirigeants des États. Ce sont des pays africains qui négocient aussi ces accords. La Russie ne va pas venir vous forcer la main. C'est à vous aussi de... c'est pour ça que nous d'avoir des accords et des nous attirons l'attention de nos dirigeants. Parce qu'on voit comment ils se comportent ailleurs. Les autres sont en train de se déployer. Si un seul instant la Russie n'avait pas mis pied en Syrie pour dire que monsieur Bachar al-Assad ne bouge pas, alors là, Bachar al-Assad serait aujourd'hui un homme du passé. Donc, nous comprenons que les leçons que nous avons tirées, parce que nous avons vu sur le territoire africain, le déploiement, en fait, la méchanceté d'une armée française. Agir en Côte d'Ivoire, agir en Libye. Vous avez vu ce déploiement, c'était terrible. Donc, si nous n'avons pas assez de force, n'est-ce pas, assez de matériel pour nous défendre, alors là, vraiment, nous faisons fausse route. Donc, véritablement, nous devons nous armer, nous devons former nos militaires et nous devons davantage tourner. Merci à vous, André-Christelle Fanga, et c'est par ces propos qu'on aborde directement et sans... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.